Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h, bienvenue sur RTI. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président gambien Adama Barrow a été reçu hier au palais de la présidence de la République par le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont entretenus et ont signé des accords de coopération. On en parle en début de journal avec notre grand reporter Viviane Haïm. Hier, jeudi, la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, Dominique Ouattara, a signé un accord avec un chocolatier américain. C'est un accord de financement qui porte sur le financement donc de 6 salles de classe, une cantine et un forage dans 10 villages dans les zones de production de cacao. Et pendant ce temps, le Premier ministre a procédé, lui, à l'approbation de 21 marchés de construction de 37 collèges de proximité dans 9 directions régionale et la signature d'une convention à 3 volets avec une entreprise américaine pour le financement de la cacao-culture. On ira à la primature dans quelques minutes avec Franck Quadio. Et en image, Adama Barrow a quitté Abidjan hier jeudi. Le président gambien a regagné son pays après 48 heures passées en Côte d'Ivoire. Il a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le vice-président Tiemoko Melie-Kone, le premier ministre Patrick Achi ainsi que plusieurs membres du gouvernement, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le président gambien était donc en visite de travail et d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara au palais de la présidence, au plateau. Les deux chefs d'État ont signé 3 accords de coopération entre leurs deux pays et le président ivoirien a félicité son homologue pour l'importante contribution de la Gambie au bon fonctionnement de la CEDEAO. Voici le compte-rendu complet de Viviane Haïm. L'accueil ce mercredi 27 avril 2023 du président de la Gambie, Adama Barrow, au palais présidentiel, marque un tournant historique dans les relations entre les deux pays que sont la Côte d'Ivoire et la Gambie. En effet, c'est la toute première visite d'un chef d'État gambien en Côte d'Ivoire. Dès sa descente de voiture, le président Adama Barrow a reçu les honneurs militaires rendus par la garde républicaine, suivi de l'accueil chaleureux et fraternel de son hôte, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont ensuite eu un échange sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Le président Adama Barrow, à la tête de la Gambie depuis 2017, est le premier chef d'État de ce pays à fouler le sol ivoirien. Cette visite d'amitié et de travail a permis des avancées importantes au niveau de la coopération entre les deux pays. La Gambie, pays dont les principales ressources sont le tourisme et la pêche, et la Côte d'Ivoire, dont les principales ressources sont agricoles. 3 accords de coopération ont été signés ce jeudi 27 avril au palais présidentiel. Il s'agit d'un accord cadre de coopération entre les deux gouvernements, d'un accord relatif de services aériens entre les deux États, d'un accord de coopération dans le domaine de l'énergie entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État se sont félicités de l'impulsion ainsi donnée à la coopération entre leurs deux pays, ainsi que leur convergence de vues sur différentes questions se rapportant à la sous-région ouest-africaine. Je voudrais, Monsieur le Président, Excellence, vous exprimer ma gratitude pour vos efforts sans relâche que vous avez consenti à aider mon pays pour le retour de la démocratie, surtout au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Je voudrais, Monsieur le Président, que vous me permettiez personnellement de vous remercier pour votre patience, votre sagesse et surtout votre action pendant la transition et les périodes difficiles dans mon pays et surtout pour le retour de la paix dans mon pays. Ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Les Ivoiriens et les Gambiens sont des frères. Cela, nous en voulons pour preuve la population gambienne qui vit ici en Côte d'Ivoire en de parfaits termes avec leurs frères ivoiriens. Je voudrais dire que les Ivoiriens et les Gambiens sont des frères et surtout ceux qui sont ici continuent à travailler pour renforcer l'économie
gambienne à travers des activités commerciales. Et je pense que cela est très important. Cette visite est donc un signe de mon engagement fort, ainsi que de mon gouvernement et de toute la population gambienne, pour voir ces coopérations entre nos populations se renforcer. Ma présence ici va encourager davantage les investissements et surtout, avec l'appui des ambassadeurs, renforcer davantage les coopérations. Nous sommes impatients, surtout à travers un cadre de discussion bilatérale, de renforcer davantage nos coopérations. À quoi bas, Monsieur le Président? C'est dire que nous sommes véritablement honorés puisque c'est la première visite d'un chef d'État gambien dans notre pays. Je voudrais aussi profiter de votre présence pour vous réitérer mes remerciements pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la CEDEAO, dans la résolution de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, suite à l'arrestation de 49 de nos vaillants soldats déployés au sein de la MINUSMA au Mali. Nous avons eu un entretien long, fructueux et très positif pour échanger nos expériences sur la gestion de nos États. Et nous sommes convenus de souligner que la démocratie est la meilleure voie pour le développement. Vous avez insisté là-dessus et je voudrais vous dire que je partage le même sentiment et que l'excellence de ces relations d'amitié et cette confiance en la démocratie dans nos deux pays ne fera que renforcer le développement et l'intégration des économies de l'Afrique de l'Ouest. La signature de 3 accords tout à l'heure dans différents domaines, y compris le domaine du transport aérien, contribuera à la dynamisation et la diversification de cette coopération, car sur le plan économique et commercial, les échanges entre nos deux pays ne reflètent pas l'excellence de nos relations. Ils sont nettement en deçà des potentialités qui existent de part et d'autre. Donc, j'ai pu vous dire que très bientôt, Air Côte d'Ivoire continuera donc de faire en sorte que son réseau puisse desservir votre pays également. Monsieur le Président, bien sûr, cela facilitera le déplacement des hommes et des femmes d'affaires pour explorer les possibilités d'investissement dans nos deux pays. Monsieur le Président, je voudrais bien sûr vous réitérer mes remerciements pour votre visite, vous réaffirmer mon entière disposition, celle du Premier ministre et du gouvernement, pour continuer d'échanger entre nos deux pays et les deux gouvernements pour le bien-être des peuples gambiens et ivoiriens. Le président gambien devait achever sa visite d'amitié et de travail ce jeudi, visite qui a permis un repositionnement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Voilà donc pour cette visite du président gambien Adama Barrow en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, lors de sa dernière adresse sur l'état de la nation face au Parlement réuni en congrès, le chef de l'État a proposé une modification constitutionnelle souhaitant un retour à 2 sessions ordinaires au Parlement, ce qui permettrait, selon le président Alassane Ouattara, une célérité dans les travaux des parlementaires. Avantages, inconvénients de cette double session parlementaire. Qu'en pensent les premiers concernés? Moussa Konaté en a rencontré quelques-uns. Il leur a posé la question. Face au Parlement réuni en congrès ce mardi 25 avril, le président de la République, Alassane Ouattara, fait cette annonce. Je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution. Je l'ai toujours dans la poche, la Constitution. Une modification constitutionnelle. Les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. 2 sessions ordinaires pour le Parlement.
un mode de fonctionnement qui a existé depuis les années 60 jusqu'à l'avènement de la Troisième République avec la Constitution du 8 novembre 2016. Cette nouvelle Constitution stipule dans son article 94 que la session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. La session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale et prend fin 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de l'Assemblée nationale. Depuis 1960, la première constitution et même la constitution de 2000 prévoyaient 2 sessions parlementaires. Donc c'était une bonne chose parce que ça permettait un rythme un peu bon du déroulement des travaux de l'Assemblée nationale parce que ça permettait aux députés, entre 2 sessions, de pouvoir partir sur le terrain, rejoindre leurs électeurs, faire la restitution des travaux parlementaires. On n'aurait pas dû abandonner cette première procédure qui était là depuis 1960. Donc revenir à 2 sessions dans l'année est une bonne chose que j'apprécie. Aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait, le président trouve aujourd'hui opportun de revenir effectivement à case départ à travers effectivement une modification des dispositions de l'article 94. De sorte que désormais, et conformément effectivement à une volonté qui a été également exprimée par le parlementaire, donc qui a été heureusement prise en compte par le président de la République, à savoir revenir sur 2 sessions, de sorte effectivement à ce que les vacances scolaires coïncident avec les vacances gouvernementales, qui vont à leur tour coïncider avec les vacances parlementaires. Le président veut qu'il y ait une section budgétaire à part entière et une section normale sur les lois à part entière. Mais au-delà de ces 2 sections ordinaires, il peut y avoir des sections extraordinaires sur un ordre du jour bien précis. C'est juste une adaptation des programmes de travail. Avec de nouvelles habitudes, écoutez, on est là pour le travail et tant qu'on nous organise pour que nous soyons le plus performants possible, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Je pense même qu'on sera encore plus efficace. En clair, les travaux parlementaires durent 9 mois non-stop selon la Constitution actuelle. Bien qu'ayant montré son efficacité, la session unique dans son exécution n'était pas sans difficulté selon les parlementaires. C'est faisant, il y a un petit flottement avec le programme du gouvernement, il faut l'avouer, en ce sens que durant l'été, le gouvernement est en vacances et nous sommes en section. Durant tout le mois d'août et parfois la première semaine de septembre, où le gouvernement est en vacances, il nous est difficile d'obtenir la présence d'un représentant du président de la République. La session unique avait cet inconvénient que, par exemple, on était supposé être en session au mois d'août, septembre, et pendant cette période, les ministres sont en vacances. Et donc, de fait, les députés étaient aussi en vacances. Le partenaire privilégié du Parlement, qui est le gouvernement, au moment où ce gouvernement est en vacances, il est difficile que les textes soient examinés à bonne date. Donc c'est quelques difficultés d'agenda et bien d'autres qu'on les analyse et qu'on en tire des conséquences. C'est ce que le chef de l'État a bien voulu faire et je pense que c'est une bonne chose. Si la modification proposée par le chef de l'État venait à être adoptée, les parlementaires auront toujours 9 mois de travaux, mais cette fois avec des vacances dans la deuxième moitié de l'année. Pour les élus de la nation, l'initiative offre de nombreux avantages. Il s'agit de faire coïncider les vacances parlementaires avec les vacances gouvernementales. Et cela a l'avantage pour les parlementaires d'être proches de leur famille, de leurs enfants, à l'occasion des vacances scolaires. Nous ne serons pas en vacances pendant que les membres du gouvernement travaillent et on ne sera pas en train de travailler pendant que les membres du gouvernement sont en vacances. Donc en fait, ça va créer une certaine synergie dans le travail que nous allons faire. Au regard des propos recueillis, le retour à la double session parlementaire annoncée par le président Alassane Ouattara rencontre le consentement de l'ensemble des députés et sénateurs. Le projet de modification est donc attendu pour son examen par les 354 élus de la nation, dont 255 députés et 99 sénateurs.
C'était un document signé Moussa Konaté et Jacob Kinibois. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui est par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, vient de signer un accord de haute importance. C'est un accord signé avec Hershey's Company, qui est chocolatier américain. Un accord portant sur le financement de la réalisation d'infrastructures scolaires dans une dizaine de villages situés principalement dans les zones cacaoyères. Des infrastructures qui vont coûter environ 800 milliards de francs CFA. Les précisions de Mahama Traoré. Avec un grand sourire, la première dame Dominique Ouattara retrouve les partenaires du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS, qu'elle préside. Un sourire qui vaut 1,5 million de dollars, soit plus de 891 millions de francs CFA, montant total que le chocolatier américain Hershey's Company compte investir en Côte d'Ivoire dans les zones de production cacaoyère en milieu rural. Tout le sens de la signature de cet accord entre le CNS, le donateur et la fondation ICI, International Cocoa Initiative. 60 salles de classe primaire, soit 10 écoles primaires de 6 classes. 10 bureaux de directeurs, soit un bureau de directeur pour chaque école. 60 latrines scolaires, soit 2 blocs de 3 latrines pour chaque école. 10 cantines scolaires, soit une cantine scolaire par école. 10 forages d'eau potable équipés de pompes, soit un forage pour chaque école. 1500 tables banques, soit 150 tables banques par école et 25 tables banques par classe. De multiples acteurs publics comme privés implémentent des projets sectoriels dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la zone de production du cacao. Mais ces projets, malheureusement, n'ont parfois aucun lien fonctionnel les uns avec les autres. Il est donc utile que ce type d'accord soit soutenu pour éviter le cloisonnement des actions afin d'agir de manière complémentaire. Outre la sensibilisation et la répression, l'éducation est cet autre levier sur lequel le CNS s'appuie pour combattre le travail des enfants. Nos employés à Hershey sont très fiers de savoir que chaque barre de chocolat que nous vendons contribue à soutenir les élèves de l'école. Pour perpétuer l'héritage de notre fondateur, nous sommes ravis de pouvoir soutenir la vision de la première dame qui est d'assurer un avenir radieux aux enfants de Côte d'Ivoire en finançant la construction de 10 écoles primaires dans des communautés qui en sont actuellement dépourvues. Madame la Première Dame, la lutte que vous menez à travers le CNS contre l'exploitation et le travail des enfants dans les zones cacaoyères est complémentaire de votre engagement avec la Fondation Kids of Africa en faveur de la scolarisation en Côte d'Ivoire. L'ensemble des réalisations prévues dans le cadre du présent accord vont contribuer à accroître le taux de scolarisation dans les zones ciblées. Toutes les commodités intégrées à la construction des infrastructures auront pour effet immédiat d'améliorer les conditions d'apprentissage et le maintien d'un plus grand nombre d'enfants à l'école. Pour sa part, Dominique Ouattara se réjouit de cet appui de l'industriel américain Hershey's Company. Je voudrais féliciter toutes les parties prenantes, publiques et privées, pour leurs initiatives en matière de construction d'écoles de proximité, de cantines, de logements pour les enseignants, d'appui à la délivrance de certificats de naissance et bien d'autres actions qui contribuent à l'amélioration du bien-être des familles des producteurs. Toutes ces actions ont eu un impact positif sur le taux de scolarisation des enfants dans la zone cacaoyère qui a augmenté, comme vous le savez, passant de 71% en 2013 à plus de 85% en 2018, selon l'enquête de l'Université de Chicago sur le travail des enfants dans la production de cacao en Côte d'Ivoire. Je saisis cette occasion pour remercier nos partenaires ici présents et pour toutes les actions menées pour remédier au phénomène du travail des enfants. Je me réjouis également des résultats notables obtenus. Cependant, des défis persistent et il est important de continuer à agir ensemble et de manière cohérente sur les causes profondes du travail des enfants. C'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter l'entreprise Hershey
qui s'est inscrite dans cette dynamique de construction d'infrastructures scolaires en prenant l'engagement de réaliser 10 écoles primaires entièrement équipées, 10 cantines et 10 forages dans la zone cacaoyère. Toutes ces choses vont contribuer à réduire le déficit d'infrastructures scolaires dans cette zone et à accroître le taux de scolarisation de nos enfants. L'accord désormais signé place à la sélection des villages bénéficiaires, étape qui précédera la construction des ouvrages scolaires. Le CNS est chargé du suivi et de la coordination de ce projet, quand la Fondation ICI est chargée de sa mise en œuvre. Compte rendu signé Mahama Traoré et Lamine Dramé. Et parlons justement d'infrastructures scolaires. Le Premier ministre a approuvé hier 21 marchés et des marchés de construction de 37 collèges de proximité dans quelques 9 directions régionales pour un coût total de 11,7 milliards de francs CFA dont le financement sera l'affaire du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Et dans la même journée d'hier, Patrick Hachi a signé une convention avec un groupe américain pour le financement de la cacao-culture en Côte d'Ivoire. Franck Quadion. Signature regroupée des marchés des collèges de proximité sous le regard du Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, dont le pays, dans le cadre du C2D, finance la construction de 37 collèges de proximité. Les ministres de l'Éducation nationale, Mariatou Kone, et du budget, Moussa Sanogo paraphe la convention sur l'approbation de 21 marchés de construction de 37 collèges de proximité dans 9 directions régionales, dont Divo, Korogo et Sassandra. Coût total, 11,7 milliards de francs CFA financés par le contrat de désendettement et de développement C2D, qui a déjà contribué à la construction de 116 écoles et 83 collèges depuis 2013. Le gouvernement ivoirien, par la voix de son Premier ministre, salue cette coopération agissante de la France en Côte d'Ivoire. Nous n'avons tout simplement, comme je le dis, pas le droit, donc ni à l'erreur, ni au retard, ni à la retraite. J'ai d'ailleurs demandé à Mme la coordinatrice du secrétaire technique du C2D de m'informer directement de l'état d'avancement des travaux. Mesdames et messieurs, au début du mois de mai, les 43 collèges de proximité livrés en début d'année sur financement du C2D feront l'objet d'une inauguration au 4e pays. Le Premier ministre Patrick Hachi a dans la foulée rencontré une délégation de l'entreprise américaine Esky spécialisée dans l'agro-industrie. Les remercier pour également avoir pris le temps d'aller sur le terrain à Divo, vivre eux-mêmes, je dirais, toucher du doigt la réalité de ce que vivent les fermiers, la réalité de l'environnement et l'écosystème du cacao ivoirien. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que cela facilite par la suite les discussions que nous avons, en particulier sur la durabilité de la chaîne de valeur qui est extrêmement importante. Cette entreprise est présente en Côte d'Ivoire pour participer au développement de la cacao-culture. Elle investit dans le pays à plusieurs niveaux et ses échanges avec le chef du gouvernement sont jugés fructueux. Nous avons lancé 3 initiatives. Il s'agit d'une initiative qui vise à améliorer les revenus des producteurs de cacao. C'est une initiative d'une valeur de 25 milliards de francs CFA. Donc on a eu le grand plaisir, l'honneur de venir ici d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à propos de ces initiatives, d'avoir ses encouragements et ses félicitations. Et il faut dire qu'on est très content que ces initiatives sont bien en phase avec la stratégie nationale de cacao durable, en phase avec ses piliers sur l'environnement, l'économie. Point d'orgue, une signature de convention entre l'entreprise américaine et le Conseil Café Cacao. Le Premier ministre Patrick Hachi avait à ses côtés le représentant du ministre des Eaux et Forêts et le ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'est parti pour les activités de pré-saison dans la lutte contre les inondations. On se souvient encore des terribles épisodes d'inondations mortelles qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Cette année, saison des pluies, 0 victime, c'est possible. Le lancement a été fait hier par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, accompagné pour l'occasion par plusieurs autres membres du gouvernement. Les témoignages de Grace Kando. Campagne de sensibilisation, déguerpissement des populations vivant dans les zones à risque, sécurisation des sites, curage des caniveaux et ouvrages obstrués et ensablés.
Ce sont autant d'actions qui seront menées dans le cadre des activités de pré-saison pour mieux prévenir les inondations. La réussite de l'opération préoccupe le gouvernement, d'où la présence de près d'une dizaine de ses membres au lancement des activités de prévention des dégâts matériels et de pertes en vie humaine. Les saisons de pluie sont devenues le théâtre des désolations ces dernières années, en particulier dans le Grand Abidjan, mais l'intérieur du pays est également exposé. Face à cette situation et à cette exposition des populations au risque d'inondation et de glissement des terrains, le gouvernement a la responsabilité de protéger les populations. Pour une saison de pluie sans victimes, il faut convaincre nos compatriotes installés dans les zones à risque de partir avant les grandes pluies prévues en juin, juillet et août. L'activité préventive de ce jour se déroule avec la pleine adhésion des maires qui ont décidé de planifier eux-mêmes des actions préventives. Mais au-delà de l'implication des maires, nous rappelons à tous que chacun a un rôle à jouer. C'est ensemble que nous devons agir pour arrêter le chaos. La réussite de l'opération passe par l'implication de tous. C'est pourquoi le ministre Bagondo Diomandé invite les chefs de communauté à s'investir dans cette action. L'importance de cet événement réside pour M. le Premier ministre dans 3 grands volets. Il s'agit de préserver des vies. Il s'agit aussi de garantir la sécurité. Et enfin, nous sommes dans une phase de sensibilisation. Encore une fois, ces 3 éléments réunis résument à eux seuls l'importance de la rencontre. Depuis une dizaine d'années, d'importants ouvrages d'assainissement sont réalisés par le gouvernement, notamment dans la ville d'Abidjan, pour préserver la vie des populations contre les menaces liées aux inondations, aux éboulements et aux glissements de terrain. Nous sommes le 28 avril 2023 et le 28 avril de chaque année marque la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La journée marque également le souvenir des travailleurs décédés sur les lieux de travail. Le gouvernement, nous allons donc écouter le message du gouvernement lu par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, message qui met l'accent sur la sensibilisation au risque d'accidents de travail. Serge Collier. Les accidents du travail et les maladies professionnelles font partie des problèmes sanitaires mondiaux à forte charge de morbidité. En Côte d'Ivoire, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, enregistre en moyenne 6 000 cas d'accidents de travail et une cinquantaine de cas de maladies professionnelles dans le secteur privé formel. La persistance des accidents du travail et des maladies professionnelles impactent négativement les économies des États et leur développement. En Côte d'Ivoire, les charges de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles s'élèvent chaque année à plus de 8 milliards de nos francs pour le secteur privé formel uniquement. Fort de la conviction qu'il n'est de richesse que d'hommes, le gouvernement ivoirien, sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et sous la direction du Premier ministre, Monsieur Patrick Jérobachi, mettra tout en œuvre pour tenir son rôle dans la prévention des accidents de travail et de maladies professionnelles. Je voudrais saisir l'occasion de cette journée du souvenir et de l'espérance pour apporter ma compassion à toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Je demeure convaincu que les accidents du travail et les maladies professionnelles ne sont pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons les combattre efficacement. Lutter contre ce fléau reste un enjeu majeur de l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement a inscrit dans son plan national de développement la promotion de la sécurité et de la santé au travail comme l'un des leviers contribuant à l'atteinte du développement du capital humain.
Eux sont morts dans l'exercice de leur travail. 33 soldats du détachement militaire de Ougarou ont été tués et 12 blessés. Et hier, donc, jeudi, dans une attaque complexe d'envergure dans l'est du Burkina Faso. L'armée burkinabé l'a annoncé dans un communiqué. Des sources sécuritaires ont affirmé que les assaillants étaient lourdement armés et que certains soldats manquent à l'appel. Les violences ont fait depuis 7 ans plus de 10 000 morts civils et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés. Le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un putsch en septembre 2022, a signé la semaine dernière un décret de mobilisation générale d'une durée d'1 an. L'Ukraine, elle a subi dans la nuit de jeudi à vendredi des attaques de missiles russes sur Kiev et plusieurs autres villes qui ont fait au moins 2 morts et touché un immeuble résidentiel. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu 21 missiles de croisière et 2 drones lors de cette nouvelle attaque meurtrière russe à Kiev et dans d'autres villes du pays. Le bilan humain s'élève à au moins 12 personnes tuées selon les autorités. Aujourd'hui, l'essentiel des combats se déroule dans l'Est pour le contrôle de la région industrielle du Donbass et notamment dans la ville de Bakhmut, presque entièrement détruite par les affrontements. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve vendredi prochain à 13h.